Bonsoir chers auditeurs, c'est Graziana pour Néo Music Live. Je suis actuellement au Baratin à Carouge en compagnie de Samia Tawil qui nous accorde gentiment une interview. Nous sommes mercredi 14 juin et puis alors on a plein de questions à lui poser. Merci Samia de nous accorder ce petit interview. Merci beaucoup. Alors j'aimerais bien partager pour les fans qui suivent ça depuis ma page. J'espère que ça marche, je suis pas très sûre, sinon au pire je le partagerai juste après. Voilà, je vais laisser ça là, au pire si quelqu'un veut essayer de partager, Adil. Mon profil est ouvert et puis je te laisse voir. Merci. Donc le but de la soirée aussi, c'est de faire un Facebook Live en direct. Donc l'interview est retransmise direct sur les pages de Samia Tawil et sur la page de Néo Music Live. Comme ça, vous internautes, vous pouvez aussi avoir cette possibilité de nous poser des questions en direct. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages et posez-lui plein de questions. On sera ravis d'y répondre. Samia, donc tu as la puissance du rock, tu as aussi la sensibilité de la soul. Qu'est-ce qui t'a amené à ce mélange? Parce qu'en fait, tu as énormément d'influence vu tes origines. Et ce mix, comment tu l'as eu? Alors c'est vrai que, en fait, dans un premier temps, c'est surtout les influences de ce qu'écoutaient mes parents, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils m'ont vraiment fait baigner durant mon enfance dans la soul des années 70. C'était vraiment James Brown, puis le rock engagé, les Pink Floyd, Bob Dylan. Donc c'est vraiment toute une époque qui m'a marquée. Et donc c'est vrai que outre mes origines syriennes et marocaines, j'ai surtout baigné là-dedans, en fait, dans la musique black américaine, la musique vraiment, on va dire des gens qui voulaient changer les choses à cette époque-là. Et la musique orientale, j'en ai un petit peu quelques inserts dans mes musiques, dans mes chansons, mais c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, en fait. C'est vrai que vers, on va dire, l'âge de 18 ans, j'ai voulu un petit peu renouer avec mes origines, avec la langue arabe, etc. Et je suis repartie au Maroc, donc travailler dans un orphelinat de filles et faire du volontariat pendant plusieurs mois. Et c'est là aussi que je me suis mise à la danse orientale, que j'ai pu apprécier vraiment la musique orientale classique. Et donc ça m'arrive aussi d'incorporer ça dans mes chansons, mais surtout dans mes lives, en fait. Parce que dans les chansons elles-mêmes, c'est vrai que ça reste plutôt soul rock, comme vous l'avez dit. Tout à fait, tout à fait. Merci. Tu es donc chanteuse, compositrice. Oui. On voit qu'il y a énormément de liberté. Tu clames la liberté dans tes chansons. Est-ce qu'il y a du vécu? Qu'est-ce qu'évoque pour toi cette liberté que tu chantes comme ça? En fait, bizarrement, c'est vrai que si on parle concrètement, j'ai pas forcément grandi dans un contexte où j'ai dû me battre pour être libre. C'est une chance. Ceci dit, j'estime qu'il ne faut pas non plus s'endormir, dans le sens où même si parfois on peut croire qu'on est libre, qu'on a la chance de vivre en démocratie, etc., on a beaucoup de défis aussi à relever pour rester conscient justement de la liberté qu'on se doit. On peut aussi très bien, ici en Occident, dans des pays qu'on considère libres, tomber dans une certaine forme d'esclavage. Et c'est ce dont je parle justement dans la chanson Modern Slaves, par exemple, qui est une chanson qui parle du printemps arabe, qui bien sûr évoque ces soulèvements, ce désir de libération qui a émergé lors des soulèvements du printemps arabe, mais qui fait écho surtout aux Occidentaux, aux personnes qui sont restées observatrices de tout ça et qui ont parfois su rester de marbre face à ce désarroi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en fait, parce que finalement, ce cri qui a été lancé durant les événements du printemps arabe, c'est pour moi un cri qu'on attendait depuis très longtemps. C'est quelque chose qui était sous-jacent depuis très longtemps et qui, quand il a éclos, pour moi, a été synonyme de beaucoup d'espoir, d'un avenir meilleur. Alors malheureusement, c'est vrai que pour certains pays, ça a débouché sur quelque chose, mais pour d'autres, comme c'est le cas pour la Syrie, on est enlisé encore dans les conséquences de ces soulèvements. Mais ceci dit, pour moi, c'était quand même
on va dire, quelque chose de positif que des gens osent prendre justement en main leur destin et se dire finalement on n'a pas envie de rester dans des conditions indignes, de continuer à vivre une vie qui n'en est pas une. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour moi qui est fort. Et ces gens qui ont su prendre conscience de cette liberté qui leur est due et vers laquelle ils courent, est peut-être plus fort encore que en fait la liberté dans laquelle on vit nous, qui est peut-être une liberté passive, une liberté acquise de base en fait. Et je trouve qu'il faut aussi savoir prêter l'oreille à ce genre de choses et peut-être aussi en miroir se rendre compte que nous aussi on a des choses pour lesquelles il faut qu'on se soulève. Et par exemple, ne serait-ce que par rapport à l'afflux des réfugiés, on voit très bien que des gens se distancient beaucoup de ces combats-là, alors qu'en fait finalement c'est un combat humain. Et c'est quelque chose qui devrait aller de soi que de s'identifier à cette quête de liberté. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de quête chez certains d'entre nous ici, peut-être crée une espèce d'inhumanité finalement inconsciente. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de vraiment souligner dans mes paroles, que ce soit en parlant justement d'aspects concrètement sociopolitiques, ou alors parfois dans des chansons qui sont simplement des chansons d'amour, dans lesquelles j'ai envie justement de parler librement et sans tabou de certains thèmes qui sont parfois un petit peu gênants. Et je pense que ça vient aussi beaucoup des chanteuses que j'ai écoutées durant mon adolescence, des chanteuses qui n'avaient justement pas de barrière par rapport à la honte que ça peut susciter que de parler de certaines situations. Par exemple, Alanis Morissette, j'ai toujours trouvé ses paroles tellement poignantes. Des fois, on se demande même si c'est pas un peu gênant, c'est pas un peu trop intime, mais j'adore ça et en fait, finalement, ça m'a beaucoup influencé sur ma manière d'écrire. Ce sont de très très beaux témoignages de justice sociale en fait que tu transmets via tes chansons. Mais est-ce que peut-être ça t'engage aussi politiquement ou bien non, tu gardes quand même une certaine neutralité? Je pense que ça m'engage de toute manière. J'estime que en tant qu'artiste aussi, c'est aussi un devoir que de s'engager, pas forcément pour un parti concrètement. Je trouve que c'est pas forcément cela que l'engagement, mais en tout cas l'engagement pour la liberté, pour justement tout simplement l'égalité, pour que chaque humain puisse vivre son humanité pleinement. Et je pense qu'en cela, oui, je suis engagée. C'est pour ça aussi que je comparais mes chansons sociopolitiques et mes chansons plutôt personnelles, parce que c'est un engagement en tout temps que d'être en phase avec son instinct profond, en fait, avec ses sentiments, avec sa souffrance aussi. Et je pense que, voilà, autant mes chansons sociales que mes chansons d'amour ont une certaine forme d'engagement dans l'émotionnel, en tout cas. Et je pense que, oui, en cela, en tout cas, j'estime être une artiste engagée. J'ai pas non plus honte de dire, si on me demande si je préférerais que tel ou tel soit élu, je vais pas m'en cacher. Mais c'est vrai que je pense que outre tout aspect sectaire de la politique, on est quand même amené en tant qu'être humain à s'engager et à ne pas rester à flotter avec le flot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que oui. Et d'ailleurs, pas mal de gens qui m'écoutent aussi pour cet aspect-là, parce qu'ils ont l'impression aussi, j'ai eu quelques échos, surtout au Maroc, que je dis les choses peut-être d'une manière justement plus ouverte, plus spontanée que peut-être d'autres artistes. Alors ça vient aussi peut-être du fait que j'ai vécu dans un endroit où je me pose pas ces questions, est-ce que je peux dire ça ou non? Mais ceci dit, ça a des conséquences aussi, parce que si par exemple aujourd'hui j'essayais d'aller en Syrie comme ça là, pour m'amuser, je pourrais pas, parce que déjà juste avec la chanson Modern Slaves, il suffit que voilà, je sais que je suis fichée. Donc il y a des choses comme ça qui font que malheureusement, pourtant c'est ça, alors que ça me paraît tout simplement quelque chose de naturel que de dire bon j'espère vraiment pour notre avenir qu'on sera libre un jour. Mais c'est marrant. D'ailleurs, j'aimerais dire une petite anecdote par rapport à ça, c'est que moi qui suis une très grande fan des Inconnus, les comiques, ils avaient fait un sketch à l'époque en disant
tel activiste est emprisonné dans les geôles fascistes tout simplement parce qu'un jour il a dit un matin je me lèverai et il fera beau. Et là aujourd'hui je trouve que parfois on en est là en fait. C'est comme des poètes comme Mahmoud Darwish, le poète palestinien que j'ai cité justement sur ma four d'album et puis qui disait un beau jour les colombes s'endormiront sur les tanks abandonnés. Il faut se dire que ce monsieur est en exil, était en exil toute la fin de sa vie. Donc à un moment donné on se dit mais finalement, est-ce que c'est un crime que de se battre pour autrui, que de se battre pour la liberté, même la sienne propre? Est-ce que c'est un crime que de témoigner de choses qu'on a vues et dont on veut faire écho justement dans nos sphères et puis peut-être sensibiliser les gens? C'est fou. C'est fou. Ouais. Mais parfois on a ce sentiment-là. Donc moi, j'essaye de continuer à témoigner tant que je peux, même si bien sûr l'art ce n'est pas que ça. Mais c'est vrai que c'est un besoin aussi. C'est aussi mon amour de l'écriture qui fait que pour moi, la musique ne peut pas juste être vacuité, entertainment, des gens en ligne qui dansent le French Cancan, quoi. Pour moi, c'est autre chose, un concert. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, il y a des messages à transmettre, c'est sûr. Voilà. Tout à fait. Justement, je voulais te demander si tu devais défendre une cause, laquelle tu choisirais. Donc, bien sûr, la liberté, mais quoi exactement dans la liberté? Seulement la liberté d'expression ou bien la liberté sous toutes ses formes? Je pense qu'il n'y a pas une forme de liberté qui vaut plus qu'une autre. C'est vrai que de penser que justement certaines personnes ne sont pas libres de dire des choses pour lesquelles nous on est libre de le faire, en fait oui, ça m'étouffe en fait à leur place, et c'est vrai que je trouve ça horrible, de même que aussi dans nos sociétés parfois, c'est comme ça a été le cas par exemple quand j'ai tourné mon clip au Tacheles à Berlin, il y avait un souci aussi d'acceptation de ce squat d'artistes qui était une communauté de gens qui avaient refusé de vivre de la manière dont la société aurait souhaité qu'ils vivent. En fait, ils vivaient de manière marginale dans une espèce de communauté qui s'autogère, qui fonctionne bien, où il y a beaucoup de gens qui viennent observer ce qu'ils font en tant qu'artistes, etc. Et ça dérange en fait. Donc bizarrement, ça aussi c'est une forme de liberté d'expression qui leur a été refusée, une liberté de choisir son mode de vie. Mais je pense que si je devais vraiment en tout cas parler d'une cause spécifique, c'est vrai que pour moi, la cause palestinienne revient souvent parce que c'est une cause en fait qui m'est chère dans le sens où pour avoir été à Jérusalem, pour avoir vu de mes propres yeux ce qui se passe là-bas, c'est vrai que c'est je pense peut-être la pire des choses que de se voir refuser en fait le droit de vivre dans sa propre maison en fait, de se voir arraché à ses terres, de devoir rebâtir une vie, voilà, et c'est ce qui se passe de toute façon en temps de guerre, c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui aux réfugiés syriens. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est la pire des choses, c'est de ne pas pouvoir vivre en paix, quand on voit ces enfants qui sont tout le temps en train de trembler dès qu'ils entendent un bruit, qui ne savent pas si c'est un avion qui passe ou si c'est juste... C'est horrible, et ça, je pense que c'est vraiment la chose dont j'ai envie de parler en ce moment aussi, par rapport à l'accueil des réfugiés aussi. Donc, pour tes textes, alors ça, donc évidemment, c'est toute ton histoire, tes origines qui te poussent à tes textes. En fait, tu es aussi très poète, c'est de par ta maman, c'est ça? Oui, c'est vrai, en fait, ma mère est écrivain. Depuis que je suis enfant, en fait, avant même que je me mette à chanter, j'écrivais beaucoup. En fait, initialement, j'étais danseuse, et c'est vrai qu'à côté de ça, j'aimais beaucoup écrire, et au final, ces deux passions se sont un peu rejointes dans l'écriture de chansons, parce que j'avais envie voilà, de mettre tout cela en musique, de pouvoir danser sur mes chansons éventuellement, puisqu'à l'époque j'adorais ce genre de chanteurs qui dansent aussi et tout. Maintenant je fais un petit peu moins ça, mais c'est vrai que oui, ça me vient vraiment de ma mère, et puis je pense que cet aspect poétique, finalement, il est assez omniprésent dans ma vie, parce que dans mes études aussi, j'ai étudié la philosophie, j'ai écrit beaucoup de choses durant mes études, que j'ai publiées aussi à côté dans certaines revues littéraires. Donc pour moi, les mots ont un poids, et surtout les mots qui s'indignent, qui démontrent.
Et c'est vrai que oui, et c'est marrant parce que d'ailleurs les choses que j'ai publiées durant mes études c'était en français, ce qui est complètement différent de ce que j'écris en fait dans mes chansons parce que c'est les mêmes thèmes qu'on retrouve, c'est les mêmes envies de témoigner, mais d'une manière beaucoup plus... Parce que la musique c'est une sorte de cri, la musique c'est spontané en fait, on peut... Et la langue anglaise se prête beaucoup à cette spontanéité. Donc c'est vraiment complètement autre chose. Alors que ce que j'écris à côté, c'est un texte un peu plus torturé, plus spécifique à un certain genre de lecteur, quoi. Pour la lettre, et maintenant les notes. Est-ce que tu les écris aussi? Tu écris tes mélodies, tes harmonies? Oui. Alors, bon, moi, j'ai pas une grande base de solfège. J'en ai fait un peu quand j'étais enfant, mais ensuite, j'ai voulu continuer en autodidacte, en fait, à pianoter sur le fameux piano qu'on m'avait acheté pour les cours que j'ai arrêté. mais en fait, cette base m'a permis justement de pouvoir quand même être à la source de mes compositions, c'est-à-dire que parfois j'ai besoin peut-être, si on a besoin de faire une partition comme ça, de la faire avec quelqu'un, ça c'est sûr, mais en général je travaille plutôt avec des musiciens qui ne font pas de partition, qui écoutent justement ce que j'ai composé de base et puis qui se basent sur ça à l'oreille en fait. Donc c'est une manière de fonctionner aussi où il faut pas mal bien se connaître entre musiciens, parce que certains musiciens qui sont très académiques peuvent se dire mais elle raconte quoi là. Mais en fait oui, c'est vrai que oui, je compose en fait tout ce qu'il y a dans mes albums. Dans l'album passé, il y avait certaines chansons qui étaient co-composées avec mon guitariste, et dans celui qu'on prépare pour la suite, il y a pas mal de co-compositions aussi avec mes musiciens, parce que finalement, à force de se connaître mieux aussi, on intègre plus d'idées les uns des autres, eux-mêmes connaissent mieux mon style aussi, et ça enrichit aussi les compositions. Ouais. Donc, tu leur laisses une petite marge de liberté. Oui, ouais, c'est vrai qu'en général, j'arrive quand même avec des chansons, des maquettes toutes faites, entre guillemets, des compositions qui sont quand même là. Mais ça arrive plus maintenant qu'on parte sur autre chose finalement, puis qu'on change la fin, ou qu'on se laisse inspirer par justement leurs idées aussi. Donc, et je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'on peut aussi vite tourner en rond dans nos habitudes au niveau composition. Ça arrive parfois même avec des artistes que j'adore, de voir qu'au fur et à mesure du temps, ils se répètent un peu. Et là c'est chouette de voir que la cohésion qu'on a avec ce groupe, qui est quand même assez récent, puisque j'ai dû changer de musicien à la sortie de mon album. Il y avait toute une circonstance qui fait que j'ai recommencé avec des nouveaux musiciens depuis la sortie de mon album il y a 3 ans. Et depuis là, en fait, je trouve que justement ma musique a pris une certaine profondeur, et c'est aussi grâce à eux et à leurs apports, en fait. Ton album, donc, que tu as produit toi-même, donc, qui s'appelle Freedom is Now. De nouveau, on retrouve ce thème de liberté, même dans le titre. Ouais. Est-ce que quand même il y a du vécu dans toutes ces libertés que tu mentionnes? Oui, bien sûr. Par exemple, la chanson Rain, c'est une chanson que j'ai composée pendant que je vivais au Brésil. Et c'est une chanson en fait qui parle des inondations en fait dans lesquelles je suis complètement tombée en fait en arrivant là-bas, puisque j'avais pas du tout prévu ça, mais j'arrivais en pleines inondations, en plein glissement de terrain, les favelas en souffraient beaucoup, et moi j'étais là-bas justement pour faire du volontariat, où finalement tout ce qui était prévu de faire a été, si vous voulez, ajourné pour qu'on s'occupe de ça en fait. Et donc j'ai vu des gens vraiment qui avaient perdu leur habitat, qui n'avaient plus rien, qui faisaient la queue pour avoir juste au moins des habits secs, qui avaient... voilà, donc on faisait de la distribution en fait de vivres, de nécessaires de base en fait. Et puis ce qui m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que j'écris cette chanson, c'est que un des premiers jours où j'étais là-bas, et j'ai vu un homme, un sans-abri, qui était assis en ville, par terre, et qui avait l'eau en fait qui lui montait dessus au fur et à mesure que la pluie allait, et en fait qui ne bougeait pas. Et je me suis dit, en fait, ce monsieur est si résigné qu'il a pas mieux, en fait, il n'y a pas de mieux vers lequel aller. Il reste assis là.
Et je me suis dit, ça c'est hyper désolant en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson Rain en fait. C'est une sorte d'hommage à ce monsieur et à cette émotion que j'ai eue en le voyant. Tout le monde courait, tout le monde essayait de se mettre sur des trucs et lui restait assis là en tailleur, vraiment comme un Bouddha. Et ça c'est ce qui m'a inspiré par exemple la chanson Rain qui est vraiment quelque chose voilà, où j'étais là. Après il y a d'autres choses qui sont peut-être plus abstraites dans le sens où j'ai envie de rendre hommage par exemple au combat d'un certain peuple, etc. sans pour autant l'avoir vécu. Mais sinon, c'est vrai que si vous me demandez s'il y a des combats pour la liberté que j'ai vraiment vécu dans cet album, je dirais que ça vient plutôt de mes chansons plus personnelles. Par exemple, les chansons justement comme Give It Away, qui sont des chansons de rupture, où là aussi c'est une question de liberté. En fait, finalement, c'est un arrachement, c'est quelque chose aussi où il faut trouver la force de surmonter tout ça. Et voilà, donc je dirais que voilà, ça c'est 2 exemples de chansons où vraiment j'ai été concernée personnellement. Merci. Je voulais juste revenir un petit peu à l'aspect musical de tes chansons. Donc comme les musiciens, bon maintenant ce sont des nouveaux, mais qui ont appris à te connaître, et comme ils s'inspirent un petit peu donc, de ta musique de base, mais après ils apportent eux-mêmes leur apport, est-ce que par hasard ça fait pas un petit peu de l'impro, ou bien ils arrivent à refaire à chaque fois la même chose? Ouais. Alors non, justement, moi je suis trop maniaque pour que ça devienne de l'impro. Quand on sait tout. Non, ça peut arriver que, par exemple, dans un concert un petit peu plus privé, ou comme ça, on nous demande de jammer, on part sur quelque chose et là on improvise. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Déjà parce que c'est pas souvent ce qu'on nous demande, mais c'est arrivé, par exemple, au Montreux Jazz où on a fait notre concert, puis ensuite, durant la soirée, on est allé jammer au club, et là on avait voilà, des trucs qui nous inspiraient, qui étaient cool. Mais sinon, non, en général, c'est pas du tout comme ça. Au contraire, et je pense que aussi ça les arrange que j'arrive avec des idées quand même assez arrêtées, dans le sens où ils ont aussi leur propre groupe, ils ont aussi d'autres choses dans lesquelles eux-mêmes s'investissent au niveau composition. Et puis, ce serait quand même beaucoup leur demander que de s'asseoir et puis de se dire bon ben que faire quoi. Enfin, je pense déjà moi je le supporterais pas parce que j'ai jamais fonctionné comme ça, mais en plus eux-mêmes quand c'est arrivé parfois que j'ai pas eu le temps de bien anticiper une répétition ou comme ça, on tourne en rond parce qu'eux attendent sur moi aussi. donc je pense que ça fonctionne bien, ce truc de on fait tac tac tac, une fois qu'on a fait ce que j'avais en tête, on écoute ce que ça donne, parce que moi chez moi je peux pas écouter ce que j'avais en tête avec les 7 instruments, mais une fois que j'y suis, on écoute, on constate, et puis on se dit ah ouais, peut-être que cette idée que tu avais en tête finalement quand on la réalise elle est un petit peu bizarre, et des choses comme ça, mais c'est vrai. Puis moi personnellement c'est peut-être un peu, je sais pas de dire ça, mais je me suis jamais retrouvée dans cette configuration où j'arrive là en tant qu'interprète et j'attends qu'on me fasse une chanson. Donc ça me paraît un petit peu... Ah ben non, tu es compositrice. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça se passe pas du tout comme ça en général, quoi. On va parler de ton dernier clip. Alors, je suis navrée pour mon anglais, mais c'est vrai que je ne suis pas fortiche en anglais. Mais Heard It Through the Grapevine. Je vais essayer de le dire en bon anglais. C'est pas un titre facile. C'est Heard It Through the Grapevine. Et donc c'est une reprise d'un grand classique de la Motown qui avait été interprété par Marvin Gaye. Et bizarrement, moi je suis pas très fan de faire des reprises en général, mais durant la conception de l'album Freedom Is Now, on s'est retrouvés au détour de quelques accords de piano avec mes musiciens à se dire mais en fait là c'était une jam justement, et j'ai commencé à chanter cette chanson Heard It Through the Grapevine d'une manière complètement différente de l'original, et je me suis dit mais c'est assez fou de la chanter comme ça, parce que cette chanson a toujours été interprétée de manière très joyeuse, et en même temps elle parle de quelque chose d'assez triste. Je veux dire, c'est quelqu'un qui découvre qu'en fait il se fait tromper, mais que la personne n'a pas osé lui dire, etc. Donc bien sûr c'est un peu ludique dans la manière de chanter de Marvin Gaye, mais quand on la chante autrement, on peut se dire aussi que c'est une énorme souffrance, que c'est quelque chose de... et ça dit justement, te perdre me ferait mourir, etc. Donc quand tout d'un coup on la chante autrement, on se dit mais c'est fort. Et puis après ça dépend aussi, mais il peut y avoir des gens qui l'ont vécu, ou qui l'ont presque vécu, ou qui ont soupçonné cela. Et moi c'est vrai que ça m'a touchée quand je l'ai chantée,
Et au final, c'est devenu un des singles de l'album. On a tourné le clip pour cette chanson récemment. C'est sorti il y a à peine 2 semaines environ, peut-être un petit peu 3 plus. semaines. En tout cas en TV, il y a environ 2 semaines. Et voilà quoi, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Justement, donc j'ai regardé le clip, donc tu pleures toutes les larmes de ton corps, donc on voit la tristesse, tu te fais poursuivre par un serpent. C'était facile de tourner avec un serpent. Alors je sais pas si on peut résumer ça comme me faire poursuivre, mais... Persécuté, je dirais même. Persécuté par un serpent. Mais en fait... oui, au départ ça allait parce qu'il y a un monsieur qui est venu, qui est le propriétaire de ce serpent et qui gérait les scènes où le serpent se balade seul. Mais après il y a quand même la scène finale où le serpent arrive sur moi et on n'avait même pas prévu qu'il arriverait sur moi en fait. On se disait il va s'approcher puis là c'est la fin du clip. Mais il a commencé à faire des trucs de malade. Et moi c'est vrai que je me suis dit, je voyais en plus dans l'image, dans le moniteur... ce que ça donnait, je me suis dit c'est super beau, il faut que tu te retiennes, mais j'avais envie de crier, je serrais les poings comme ça, et voilà, c'est pas facile, mais je me suis dit, vraiment des fois, avec des choses inattendues, on atteint des résultats voilà, quoi, qui sont encore mieux que ce qu'on pensait faire quand on avait prévu notre storyboard et tout. Donc voilà. Donc non, c'était pas facile. Moi, j'ai quand même une espèce de phobie. Mais bon, heureusement qu'il y avait Gilles. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Gilles qui est venu avec son serpent. En tout cas, chers auditeurs, moi je vous invite d'aller voir ce clip. Alors vous serez hypnotisés évidemment par la beauté de Samia, ça, c'est sans aucun doute. Sa voix qui va vous charmer forcément, puis sa musique qui va vous envoûter. Franchement, faites le voyage, hein. C'est pas bien loin, c'est juste sur YouTube. Vous cliquez Samia Tawil et puis alors le clip sort tout de suite et de toute beauté, vraiment plein d'émotions. Je vous invite à y aller. En parlant de clips, il y en a eu un aussi qui a été tourné donc à Berlin, Pray, où tu parles de la liberté d'expression. Est-ce que tu veux aussi en parler un petit peu de ce clip? Oui. Alors bon, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça c'est le premier single en fait de cet album Freedom Is Now, et c'est un single très particulier pour moi puisque en fait on avait bouclé l'album et en dernière minute en fait lors d'un voyage à Berlin, j'ai appris que ce fameux squat d'artistes que j'avais l'habitude de fréquenter était justement menacé de destruction. Je suis arrivée en pleine manifestation alors que je pensais venir traîner là comme d'habitude. Et j'étais hyper choquée en fait de me dire qu'un lieu pareil pouvait disparaître. Et en fait, on a commencé à composer cette chanson avec mon guitariste sur place. Et je me suis dit, cette chanson elle me touche tellement et elle me touche maintenant. J'ai pas envie d'attendre un prochain album pour la mettre en fait dedans, surtout qu'en plus peut-être qu'une sortie de clip pourrait sensibiliser aussi à la cause parce qu'ils avaient encore quelques mois pour négocier. Et donc on a rajouté cette chanson en dernière minute dans cet album. On est parti en studio, on est parti à Berlin, on a casé ça sur les vacances de Noël, le 24 on était en train de tourner. Et voilà, donc en fait, c'était une expérience assez touchante puisque les artistes du squat eux-mêmes ont participé au tournage. Donc on leur a demandé justement s'ils voulaient figurer dans la scène puisque c'est là où ils travaillent habituellement. Donc on s'est dit, faites comme vous faites d'habitude de toute façon. Et moi je chante dans mon coin et le caméraman va passer et puis en fait immortaliser cette ambiance unique, quoi. Et c'est vraiment chou parce que depuis, il m'appelle à chaque fois qu'il y a justement une manifestation pour promouvoir justement l'esprit du Tacheles, etc. Continuer à faire vivre justement les artistes qui y étaient, parce que finalement ça a bel et bien été fermé. Mais ces artistes existent toujours et ce collectif finalement existe malgré le lieu. Donc c'est pour ça que je dis dans la chanson, finalement, ils essayent de nous prendre ce qu'on a, mais c'est quelque chose qui n'est pas saisissable en fait. C'est quelque chose qui est inhérent à ces personnes-là et à leur réalisation en fait, de vivre une vie qui leur correspond. Donc c'est ce que je dis dans la chanson en fait.
Magnifique. T'as revu de ces artistes? Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment chouette. À chaque fois que je retourne à Berlin, la dernière fois que j'y étais, c'était... j'y suis allée plusieurs fois en fait. J'y suis allée l'été passé, j'y suis retournée en octobre. À chaque fois, j'en revois certains. Surtout Özgür qui apparaît à la fin du clip, qui est un artiste turc, berlinois. Qui est un artiste magnifique. Et à chaque fois que je viens jouer à Berlin, même que ce soit dans un tout petit club en acoustique, il est toujours là, il est magnifique. Et lui, c'est quelqu'un qui se bat pour continuer à faire justement perdurer son art malgré la fermeture du lieu. Mais là, je vais vous inviter, chers auditeurs, on a parlé de ses musiques, mais on va entendre, on a la chance, elle a pris sa guitare avec elle. Oh là là. Alors c'est une chance énorme qu'on ne va pas laisser passer, c'est clair. Donc Samia a la gentillesse de nous faire une petite mélodie, un petit refrain, je ne sais pas, ce qui te passera par la tête, vraiment. Et alors vraiment... Est-ce que je peux vous prendre un petit peu? Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et puis écoutez Samia Kawil. Okay. Alors, la chanson que je vais vous interpréter, je pense que je vais vous faire un extrait de Longing to be Free, puisqu'on a parlé beaucoup de liberté. Juste énorme. Merci. Et là, alors elle a été vraiment, on lui a demandé ça comme ça, à la fraîche. Oui. Vraiment, merci Samia. Vraiment, c'est un très beau cadeau que tu puisses nous offrir. Merci à vous. Très belle chanson, magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, on va parler un tout petit peu, on va revenir un petit peu quelques années en arrière. Ok. Oui, parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Elle a joué devant 80 000 personnes. Elle a joué devant 80 000 personnes, Samia. On s'en fiche qu'elle a partagé la scène avec Christina Aguilera. C'est même pas ça, c'est les 80 000 personnes. Ça veut dire 160 000 bras levés. Non, mais ça doit être juste impressionnant. Oui, alors ça, c'était vraiment une expérience unique. C'était en mai dernier. En fait, c'est un festival qu'on avait déjà fait sur une plus petite scène, sur une scène qu'ils appellent la scène locale, puisque j'étais moitié marocaine,
moitié suisse, et donc ça se passait au Maroc. Donc la première fois qu'ils m'ont booké, ils se sont dit on va te mettre sur la scène marocaine, les Marocains vont découvrir ce que tu fais, etc. Mais finalement c'est tellement à l'américaine ce que je fais que quand ils nous ont redemandé de revenir en fait 2 ans plus tard, ils avaient prévu qu'on fasse la scène principale, qui est une scène sur laquelle il y avait Robert Plant, Mariah Carey, Justin Timberlake. Donc moi, j'étais là, mais mon Dieu, et j'étais la première artiste finalement indépendante et marocaine à faire la scène internationale en fait, depuis le début de ce festival. Donc c'était vraiment un honneur qu'ils m'ont fait que de faire comme ça une exception à leurs règles habituelles. Et on s'est retrouvés justement à faire un concert juste avant celui de Christina Aguilera en clôture de ce festival. Wow. Donc oui, on a entendu dire qu'il y avait entre 80 000 et 100 000 personnes. Donc moi je dis 80 000 pour être sûre. Mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, ouais, et outre le fait que justement il y avait Christina Aguilera, qu'on était tout contents aussi de partager la scène, de rencontrer son équipe ou comme ça, c'était vraiment le fait d'être devant une étendue pareille qui était vraiment marquant pour nous, plus que le reste. Voilà, en plus on avait pris notre ingé son qui a pris une ou 2 photos depuis sa cabine, mais c'est impressionnant en fait, parce que nous sur scène on se rend encore moins compte en fait, mais heureusement. Ben oui, parce qu'en fait les projecteurs sont sur vous, vous musiciens, oui. Donc sauf si l'ingé lumière a eu l'idée de retourner les projecteurs sur les spectateurs, mais ça doit être terrible. Et aussi côtoyer après ces artistes de cette renommée aussi, c'est pas rien. Non, franchement, c'est pas rien. C'est des gens, c'est vrai, hein, moi j'ai grandi en voyant justement sa carrière se dérouler, etc. Donc tout d'un coup, de se rejoindre à ce point-là, à ce moment-là de la vie, c'est fou pour moi. Moi j'étais émue, hein, malgré tout. Je veux dire, les gens peuvent dire oui, mais c'est pas vraiment ton style. Mais moi j'étais émue. C'est vraiment une pop star de mon enfance, Christina Aguilera. Donc c'est vrai. Et la voir comme ça à côté, partager les loges ou pas? Oui, alors on était plus ou moins dans le même lieu, mais il y a quand même des loges pour elle, pour les danseurs, parce qu'il y avait toute une troupe de danseurs aussi avec elle. Donc on a surtout parlé avec son management, ses danseurs, elle c'était un petit peu plus furtif, mais son management était super cool. Justement la veille, on avait pris du temps pour installer notre DJing, parce qu'il y avait un écran de 100 mètres sur 100, bref, on a dû préparer beaucoup de choses pour être à la hauteur justement d'un show pareil, parce que c'est pas la même chose que de venir jouer dans un endroit où il y a un ingé son et un ingé lumière qui font un petit peu ce qu'ils veulent, et puis toi tu chantes, et puis voilà. Non, là il fallait être à tous les niveaux du show, donc j'ai passé des mois avant d'y aller à faire les vidéos qui allaient défiler en synchronisation avec notre musique, etc. Enfin plein de choses qui sont pas censées être faites par l'artiste, mais qui finalement sont faites par moi parce qu'on est toujours en indépendant. Après c'est cool aussi de pouvoir, disons, être derrière chaque chose et savoir justement ce qu'on communique par les images, pourquoi on a fait ça, savoir justement quel message on communique par tous ces détails. Mais c'est vrai que c'est un boulot monstre aussi. Donc quand on arrive là-bas, les gens pensent qu'on arrive et qu'on chante, mais il y a toute une flopée de choses à préparer pour une scène pareille. Et bon, moi je l'ai fait avec plaisir parce que ça a toujours été mon rêve de faire un show, mais complet, où on peut choisir justement la synchronisation des lumières, les ambiances, le VJing, par où tu arrives, si tu veux arriver avec depuis l'air ou depuis sous terre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc ça c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et puis les ingés sur place aussi ont beaucoup collaboré avec nous par téléphone avant d'arriver. Ensuite le soir d'avant on a tout testé, et c'est vrai que là on partageait justement les heures de soundcheck et les heures de test de technique et tout ça avec l'équipe de Christina Aguilera, et c'était chouette de voir qu'ils nous respectaient. Ils nous ont dit d'ailleurs cette phrase que je trouve chouette, ils ont dit « The whole show's gotta be great ». Donc ça veut dire on est en train de faire le même spectacle en fait. Aujourd'hui c'est toi et nous. Donc ils n'avaient pas envie d'être pressés, ils avaient envie qu'on fasse notre truc bien. Donc c'était vraiment cool.
Parce que c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on arrive, on chante, on lève les bras, mais on ne se rend pas compte de tout le travail en amont que vous avez après apporté sur scène. C'est un spectacle particulier, donc ça t'a demandé peut-être une chorégraphie particulière, des musiciens supplémentaires, peut-être des danseurs. Exactement, ouais, c'est vrai. Donc au niveau des chorégraphies, il y avait des choses supplémentaires aussi, parce que j'avais envie justement d'aller un petit peu dans le sens de cette cohésion avec le show que Christina Aguilera allait proposer. Donc j'ai inclus vraiment beaucoup plus de parties justement qui pètent, où je pouvais danser, des parties orientales où j'ai pu aussi danser la danse orientale, dans ce show qui était quand même assez finalement court, parce que c'était environ 1 heure ou moins, donc on devait aussi faire des choix par rapport aux chansons qu'on allait proposer au public qui initialement aime ce qu'elle fait elle. Donc on a vraiment adapté. Et on a aussi adapté au niveau, comme vous disiez, des musiciens, parce qu'on a amené donc un musicien supplémentaire pour faire des cuivres. Moi-même, j'ai appris la trompette pendant... Ça, c'est drôle. Et je ne peux pas dire en plus j'ai appris, parce que je n'ai pas fini d'apprendre, franchement. Le son est sorti. Oui, c'est important. Donc moi-même j'ai voulu aussi pouvoir participer à cette espèce de partie cuivre, donc voilà, c'était un boulot aussi pour ça. Puis on avait de la sitar indienne aussi pour l'intro, et puis l'outro du concert, donc créer cette ambiance mystique un peu au début du show. Donc oui, on a voulu vraiment faire les choses bien, puis c'est aussi les moyens du festival qui nous l'ont permis, parce que c'est vrai que quand on vous invite, ce qui arrive souvent, et c'est de plus en plus énervant, quand on vous invite quelque part en vous disant bon, bah, ça va être 100 balles par musicien, plus repas, hein, mais bon, c'est un super repas. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas ces efforts-là, parce que c'est même pas que tu veux pas les faire, c'est que tu peux pas être à perte, tu peux pas dire ok, bon, bah, on amène le gars de la sitar parce que c'est magnifique ce qu'il fait au début, et puis moi je le payerai 100 francs, et encore 100 francs il va me rigoler au nez. Mais je veux dire, c'est pour dire que là, ce festival nous a donné les moyens, on avait un cachet qui était vraiment digne d'un artiste qui sont fiers d'inviter, c'est pas oui tu vas te faire connaître, c'était vraiment nous, on a envie de t'avoir là, on est fiers de t'inviter. Et en plus, ben justement, au niveau des billets d'avion, etc., il n'y avait pas de limite qui faisait qu'on s'est dit non, alors on ne prend pas lui, puis les choristes ils restent à Genève parce que vraiment on n'a pas de budget. Là, on a pu amener tout le monde, plus l'ingé aussi, donc on a vraiment pu faire quelque chose comme on sait le faire. Et ça, ça fait du bien. C'est une incroyable marque de respect. Bon, j'ai vu que tu es très respecté au Maroc. Hein. D'ailleurs, on te dit même un modèle pour les jeunes musiciens là-bas. Et puis, bon, ben voilà. Ouais. On voit tout de suite comme ça. Mais c'est fou, justement, et je suis vraiment touchée de la manière dont, justement, j'ai été très vite respectée et considérée là-bas, surtout par les jeunes. J'ai été surprise aussi de voir que sur certains sites, par exemple d'écoles de musique, on me cite parmi les références d'artistes justement qui inspirent les jeunes aujourd'hui, etc. Donc pour moi c'est vraiment beau, c'est très flatteur. C'est d'ailleurs le pays dans lequel pour la première fois on m'a reconnue dans la rue, on est venu me demander des photos, etc. Donc pour moi c'est très touchant, surtout quand je pense aux années que j'ai passées là-bas quand j'étais enfant. Je me dis mais c'est fou quoi. Et oui, c'est vrai que c'est assez différent. Après, ici, les choses se sont faites aussi. Et je suis aussi, disons, reconnaissante que certains festivals, comme le Montreux Jazz, aient pris le risque de nous booker au tout début, où l'album était à peine sorti, même n'était pas sorti. Ils ont pris le risque de justement faire découvrir au public quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu en live. Ils n'avaient pas de garantie. Et je veux les remercier aussi pour cette opportunité-là, parce que ça nous a fait connaître dans la région, ça a débouché sur plein d'autres festivals, et voilà, les choses se font petit à petit. On va parler, donc ton album, maintenant, je pense qu'il est déjà commercialisé. Oui, le premier album, oui. Voilà, mais tu en as un autre qui est en préparation, est-ce qu'il est bientôt terminé? Ouais. Où s'en est? Alors, donc oui, le premier album est sorti il y a quelques temps déjà, donc il est commercialisé, mais c'est vrai qu'il date un peu, donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent ce qu'il en est de la suite. Mais ça nous a pris du temps justement de nous mettre au prochain album, parce qu'on avait tout ce travail au niveau des festivals, des invitations
qui n'étaient pas toujours prévues, et donc c'était des occasions qu'on ne pouvait pas rater. Et on a beaucoup travaillé justement autour de nos lives ces dernières années. Mais là, on s'est enfin remis à composer pour le nouvel album. Et normalement, disons, les enregistrements sont en cours. On devrait avoir fini vers la rentrée, mais je pense que la sortie sera pour décembre. Ouais. Décembre, oui. cette année. Hein. Voilà, et c'est un album qui sera en gros... Disons, la direction générale est un peu un hommage au combat pour les droits civiques qu'a mené Martin Luther King. On a déjà tourné le clip du premier single et justement c'est un clip qu'on a tourné dans les champs de canne à sucre pour justement évoquer cette époque-là. Et voilà, on part dans quelque chose de très... qui fait beaucoup écho au gospel black. Donc, waouh. Ah bah alors on se réjouit de découvrir tout ça. Samia, j'en profite parce que comme on est en live direct sur Facebook, autant notre page que la tienne, il y a des internautes qui ont posé des questions. Déjà, Mohamed qui demande quand c'est que tu retournes au Maroc. Alors, normalement en septembre, oui, en septembre, le 15 et le 16 septembre, on sera en live dans un très beau festival à Tanger qui s'appelle le Tanjaz. Donc là, ça sera notre prochaine venue au Maroc. Donc j'espère que Mohamed sera là. Petit clin d'œil à Mohamed. Donc le 15-16 septembre oui. À Tanger. Hein. Oui, c'est le Tanjaz. Tanjaz, exactement. Sinon, là, il y a aussi Fadi qui lui demande en Suisse quand c'est qu'il pourra te revoir. Alors, c'est vrai que là, on est un petit peu en pause de live parce qu'on travaille sur l'album. Donc, je n'ai pas de grosses dates à lui annoncer. On en saura plus à partir de la rentrée. Mais il y a une date, le 30 juin. C'est une matinale, donc il faut être motivé. Mais c'est la matinale en fait de LFM qui fait sa dernière de l'année. Ils font ça chaque année en fait. C'est une espèce de gros concert matinal entre 6 et 9 heures du matin à Lausanne et où justement plusieurs chanteurs qui sont des amis de la radio, etc., viennent faire un live acoustique. Donc je serai de la partie de 6 à 9 heures. Où exactement? Alors justement, je ne me rappelle plus du lieu exact. Je sais que c'est sur leur site. L'an dernier, c'était au stade de Coubertin, mais je pense que cette année, ils changent de lieu. Donc c'est en général en plein air et puis c'est assez sympa avec certains auditeurs de la radio qui viennent assister. Donc voilà. Donc Fadi, pour la revoir, alors c'est le 30 juin à Lausanne. Il faut regarder sur le site de LFM. Exactement. Ça. Voilà. Sinon, Lionel a aussi posé une question. Alors, lui dit à quand dans un des festivals du Finistère en Bretagne? Alors, on la veut partout. Hein. Le pire, c'est que je vois qui c'est Lionel parce qu'il nous suit, il nous a vus en concert au Maroc et depuis, justement, il nous demande souvent quand est-ce qu'on vient en Bretagne. Donc, moi, j'adorerais venir. Je sais qu'il y a des magnifiques festivals, il y a les Vieilles Charrues, etc. Mais je pense que, justement, avec le nouvel album, on va démarcher ces festivals-là aussi. J'espère qu'on pourra jouer plus souvent en France. Et donc, en Bretagne, Inch'Allah, comme on dit. Donc à venir, à suivre. Alors l'album va sortir en décembre 2017. Je pense que tout ce sera pour les festivals, soit l'an prochain, soit en 2019 peut-être, mais déjà en 2018. Normalement, printemps 2018, oui, on a déjà quelques options qu'on est en train de voir, mais je ne peux pas tout à fait annoncer pour l'instant. Voilà. Sinon, il y a eu aussi des petites marques de sympathie comme Lecci Melo qui dit qu'elle est très belle. Bon, ça, c'est clair. Et il se demande si tu te souviens de lui en Lecci Melo et il te fait de gros bisous. Alors, si je ne me trompe pas, Lecci c'est une fille. Et je me souviens d'elle, d'après la photo en tout cas, parce que oui, je crois que c'est elle. Parce qu'en fait, je l'ai rencontrée au Brésil quand je vivais là-bas. Donc oui, je me souviens d'elle. Je me souviens. Elle m'a aidé à apprendre un petit peu le portugais d'ailleurs. Mais c'est marrant qu'elle suive toujours ce que je fais parce que c'était une rencontre de passage vraiment. Et c'est chou quoi, qu'elle suive. Je suis même pas sûre qu'elle soit au courant ou qu'elle ait été au courant à l'époque que j'étais chanteuse en fait. Mais depuis, je pense qu'elle l'a découvert après coup et c'est vraiment chou de la voir me soutenir. Sinon, il y a encore
on continue avec les petits messages. On a Hotman, alors là, qui dit qu'elle a un son unique. Alors effectivement, vous avez pu l'entendre avant. Et puis, si jamais, allez la redécouvrir sur YouTube. Donc oui, elle a un son unique et puis elle a l'admiration. C'est Hotman. Et il rajoute la plus talentueuse artiste dans le monde. Ah, carrément. Waouh. Merci. Ouais, touchant. Alors là, merci beaucoup Hotman. Et je le remercie aussi d'avoir relevé qu'il aimait notre son. C'est vrai que j'essaye de le travailler. En tout cas, du moins pour l'album Freedom Is Now, on a beaucoup essayé d'atteindre ce son vintage qui est très propre à des artistes comme Lenny Kravitz, comme ces artistes qui reviennent à la soul d'antan. Donc voilà, c'est dans cette direction qu'on va aussi pour le nouvel album et j'espère que le son lui plaira aussi pour cet album. Merci. 2 mots sur tes réseaux sociaux. Donc tu as une page Facebook, Samia Tawil Music. Samia Tawil. Pardon, je commence à croiser. Samia Tawil Music. Voilà, exactement. Tu as un site internet également, on te trouve sur Insta? Oui, alors Instagram c'est aussi Samia Tawil Music avec un C. Et sinon j'ai mon site internet samiatawil.com où on met toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à aller découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore Samia Tawil, allez la découvrir sur tous ses réseaux sociaux. Et puis ceux qui la connaissent, eh bien, allez voir son dernier clip si vous ne l'avez pas encore vu. Allez voir les prochains. Son prochain album, c'est en décembre, c'est tout bientôt. C'est vrai que... Et merci beaucoup pour ce petit moyen interview. C'est gros quand même. Merci surtout pour le petit live acoustique qu'on a eu tout à l'heure. Vraiment un très très grand merci pour Neo Music Live. Merci beaucoup vraiment de m'avoir accueilli et puis j'espère vraiment pouvoir venir vous reparler de la suite prochainement. Merci beaucoup.